Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on parle auto avec l'ami Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis impatiente d'être à ce soir, mais avant ce soir, il se passe plein de choses. Donc, évidemment, cette émission particulière, on va parler un peu spécial rétromobile, voiture de collection. On va s'intéresser à un salon sympathique. Et c'est vrai qu'on a besoin de choses sympathiques dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Donc on va aller voir un peu de nostalgie, ça fait du bien. On va parler de rétromobile, on va parler des 50 ans de la R5. On a tous plus ou moins une affinité avec la R5. Ouais. Moi j'ai passé mon permis sur une R5, je ne sais pas si c'est votre cas. Alors non, mais c'était la voiture que ma grand-mère avait et j'aimais bien. Moi c'était la Super 5, vous vous souvenez, c'est la grande chambre, c'était dans les années 90. Ah, donc ça veut dire que je suis plus vieux. Ouais, ça, on le savait, donc non voilà, on parlera aussi contrôle technique, non pas des animatrices de radio mais des voitures de collection. Quoi que vous avez vu que le contrôle technique de la voix est meilleur aujourd'hui, ça y est. C'est vrai que ça va beaucoup mieux. Est-ce que les voitures de collection pourront circuler librement dans les ZFE? On le saura tout à l'heure. On aura avec nous le sénateur du Lot-et-Garonne qui est créateur de l'amicale parlementaire des amis du véhicule de collection, qui a une proposition de loi dans ce sens pour une vignette pour les voitures de collection. Et puis évidemment votre émission 0826 300 300. Vous venez nous rejoindre si vous voulez poser vos questions, participer à notre rendez-vous. Vous êtes les bienvenus. Et puis à 13h, on vous donnera la parole également, vous serez avec nous. Puis on va faire un bout de route pour l'Ukraine avec des gens qui ont monté quelque chose d'incroyable. Je sais pas si on aura le temps de faire l'aller-retour. Non, pas aujourd'hui, mais on va leur donner la parole. 13 camions au service de l'Ukraine et ils nous raconteront ça aux alentours de 13h15. C'était vraiment très joli. Bon allez, on y va ? Oui. C'est parti. On y va. Allez. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Allez, tout de suite, eh bien, on va parler du rétromobile. On a eu la chance, nous, d'aller nous y promener, puisque c'est actuellement sur... J'y suis même allé 3 fois. Ouais, mais oui, mais vous êtes un gueudin, quoi. Ça se passe à la porte de Versailles, le rétromobile qui fermera ses portes demain. On sera le 20 mars et on accueille notre invité pour en parler, c'est Jean-Sébastien Guichawa. Bonjour Jean-Sébastien, directeur de Rétromobile. A priori, Jean-Sébastien, on a un petit souci, on n'arrive pas à le joindre. Jean-Sébastien. Alors ça peut être problématique parce qu'on est un peu sur le gros dernier week-end de Rétromobile. Donc ça se je voulais avoir un premier bilan provisoire de Rétromobile, parce que moi quand j'y suis allé, il y avait pas mal de monde. Donc j'imagine que ça va être un salon réussi. On n'a pas eu l'année dernière, je vous le rappelle quand même, c'était la tristesse absolue. Cette année, il a été reporté, ce qui fait qu'il n'est pas dans le hall 1 à cause de ça. On est dans le hall 2, 7.2 et 7.3. Donc un salon un peu plus petit que celui des années précédentes. Alors pas l'année dernière, puisque vous avez compris qu'il n'y en avait pas eu, mais un salon cosy. Et c'est ça que j'ai bien aimé en fait. On a peut-être moins de hauteur de plafond dans les halls 7.2, 7.3, mais c'est assez sympathique et surtout plein de belles autos. J'ai fait une liste de cadeaux potentiels pour mon anniversaire, Laurence, si ça vous intéresse. Bon, alors, non. Je veux bien, mais ça va être un peu court pour moi. Il y avait la vente Arcurial aussi. Ça va être un peu serré pour moi. Une Aston Martin DB5, ça me plairait bien pour compléter ma collection. Ça me manque. Même si ce matin, je suis venu avec la première voiture de James Bond. On a retrouvé l'ami Guichawa qui est dans ses allées de la porte de Versailles. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Salut Jean-Sébastien, comment ça va? Ça va Laurence, ça va merveilleusement bien. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu du mal à vous joindre parce que vous devez être débordé, donc ça veut dire que le salon est un succès. Il y a beaucoup de monde dans les allées. C'est absolument incroyable. Voilà, c'est vraiment l'édition des retrouvailles. On sent que les gens sont vraiment contents d'être là à Rétromobile. D'accord. Qu'est-ce qui a eu le plus de succès selon vous depuis le début de ce salon? Alors je sais, moi j'ai vu le fardier de Cugnot circuler, c'est quand même un truc. Le fardier a eu un succès exceptionnel parce qu'il est en démonstration dynamique. Donc il y a énormément de monde pour le voir. Mais après la gendarmerie nationale aussi, il y a eu un retentissement médiatique absolument hallucinant. Et les gens, là je vois, sont absolument bluffés de voir les véhicules de la brigade rapide d'intervention, mais aussi l'hélicoptère, le motoneige, toute la mobilité dans sa globalité. Et également Gordini a beaucoup de succès. Elle est chouette. Absolument incroyable. Petite rétrospective Gordini. Vous avez une idée du nombre d'entrées jusqu'à présent là? Alors, une tendance, oui, mais on dépassera probablement les 100 000, c'est sûr, 100 000 visiteurs. C'est déjà pas mal. Ce qui est absolument exceptionnel, vu le contexte et vu ce qu'on a aussi vécu. Il ne faut pas oublier que c'est un report. Je devais avoir lieu en début février, on est en mars. Et les gens ont vraiment envie, ils ont vraiment Rétromobile
dans le cœur, on le sent. Hein, c'est un salon qui existe depuis 1976 et c'est vraiment leur salon. Hein. Jean-Sébastien, oui. Excusez-moi, parce qu'on met souvent à l'honneur les grosses maisons qui sont là, les gros événements, les gros musées. Moi, quand je me suis promenée aussi sur le salon, j'ai adoré aller voir les où il y a soit des petites associations, soit des vrais collectionneurs qui viennent, soit des genres pour les États-Unis, des pièces auto. Enfin voilà, il y a aussi tout ça qu'on ne met pas assez en avant à mon goût. Bien sûr, il y a 23 secteurs d'activité. Hein, le véhicule de collection, c'est un secteur ultra dynamique. Et là, à côté, alors la tradition sur Rétromobile, c'est qu'on donne une bouteille de champagne depuis plus de 40 ans à chaque exposant. Donc là, ce matin, j'étais avec mon responsable d'animation, Thierry Farge. On va faire exposant l'année prochaine, alors. Et donc, oui, vous avez raison, Laurence, on a des miniatures, on a une galerie des artistes, il y a aussi des marchands de pièces. Et c'est important parce qu'ils sont l'âme de Rétromobile. Donc, on les connaît très bien et pour eux, ça marche très fort, vraiment très fort, parce que les gens ont besoin de consommer et ils sont vraiment heureux. Là, j'en ai discuté avec plusieurs hier parce que je fais le tour des allées et les retours des exposants sont vraiment très positifs. Jean-Sébastien, j'ai quand même entendu parler anglais et allemand dans les allées. Ça veut dire que les étrangers, on craignait qu'ils ne soient pas là, ils sont venus quand même. Ils sont là. Ils sont peut-être un peu moins nombreux qu'il y a 2 ans, mais ils sont présents. Là, il y a pas mal d'Européens et puis effectivement, j'ai discuté avec des Américains hier, donc ils sont vraiment heureux d'être là, parce que Rétromobile, c'est aussi un salon international. Donc on a 15% d'étrangers. Donc là, on en a un peu moins, mais voilà, ils sont venus contre vents et marées et là aujourd'hui ils sont sur Rétromobile. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous. On va parler encore là pendant pratiquement 1h30 de Rétromobile. Juste rappeler, c'est ouvert jusqu'à demain soir. Les horaires, c'est quoi et ça coûte combien pour aller visiter le salon? 10h, 19h. Donc aujourd'hui vous pouvez venir jusqu'à 19h. Demain c'est pareil, 10h, 19h. Et ça coûte 21 €. Voilà, en ligne. En fait, je vous incite à vraiment venir vous inscrire en ligne. Parce qu'il y a beaucoup la queue aux caisses, donc c'est plus intéressant de prendre son billet sur Internet. Après, il y a des caisses, bien sûr, mais voilà, vraiment, j'incite vos auditeurs à venir sur notre site Internet. Et puis nous, on est heureux parce qu'on a revu plein de nos copains, François Alain, que ce soit Dominique Chapat. On a croisé tout le monde sur ce salon et puis de grands noms aussi, Agnoli, des grands coureurs. Il y en a, Jean-Pierre Jarrier, tout à l'heure, il y avait Jean Alési, voilà, on croise des anciens pilotes, que ce soit du Dakar, de la Formule 1, qui viennent aussi en tant que passionnés. C'est ça, et puis il y a même François Alain qui a son stand Vintage Mécanique, vous pouvez aller voir. Vintage Mécanique, on peut aller voir, alors, c'est pas de Jerry, mais c'est son acolyte Aurélien qui est là de Wheeler Dealer. Voilà. Ouais, non, en fait, c'est un joli salon. Merci Jean-Sébastien, on va vous laisser travailler, parce que j'imagine que vous avez une journée chargée. On continue avec... Grosse journée, merci à vous. Avec les thématiques de Rétromobile, on va parler contrôle technique maintenant. Tiens donc, allez hop. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et nous allons tout de suite accueillir Pierre-Yves Debuine, qui est gérant de contrôle technique et en expert automobile. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Bonjour monsieur, madame. Vous pouvez dire Laurence et Jean-Luc, Pierre-Yves. Bonjour Jean-Luc et Laurence. Bienvenue à la maison. Merci à vous, merci. Bon, Pierre-Yves, le contrôle technique des véhicules de collection, parce qu'aujourd'hui on va parler beaucoup de véhicules de collection, est un petit peu différent du contrôle technique traditionnel. Qu'est-ce qui change entre les deux ? Alors, principalement, dans un premier temps, c'est la durée de validité, puisqu'on est sur une durée de 5 ans, en lieu et place du traditionnel contrôle technique sur des véhicules dits en carte grise normale, c'est 2 ans. Alors ça, on parle des véhicules qui ont un certificat d'immatriculation qui comporte la mention véhicule de collection, on est d'accord ? Tout à fait. La seule différence, c'est vrai qu'il y a une particularité, c'est que l'autorité compétente, c'est-à-dire l'État français, décide de la notion de véhicule de collection quand effectivement le véhicule a été enregistré avec l'appellation véhicule de collection sur le certificat d'immatriculation. D'accord. Alors les véhicules de plus de 30 ans qui peuvent être
collectionnables sont pas considérés comme des véhicules de collection, donc ils passent le contrôle technique tous les 2 ans, normalement. Tout à fait. Si on compare, si on prend un exemple très terre à terre avec une de nos voitures françaises favorites, la 2 chevaux. Par exemple. Vous savez que c'est 11% du marché de la collection en France, la 2 chevaux, c'est énorme. Hein. Ah ouais. Alors j'en ai vu, petite parenthèse à vendre sur le fameux rétromobile, 19 000 euros. Oui. Sur les voitures de collection. En bon état, c'est 14 000 euros une 2 chevaux. Hein. Donc, 19 000 euros. Oui. Je tombais de ma chaise. Donc alors, on prend une 2 chevaux qui est, un exemple précis, une qui est en carte grise normale, une qui est en carte grise collection. Tout à fait. Donc la particularité, c'est qu'effectivement, il y en a une qui va passer tous les 2 ans. Alors c'est un côté aussi sécuritaire, c'est-à-dire qu'une voiture qui ne roule pas, malheureusement, et que c'est ce qu'on dit toujours, avait hiberné à un moment donné, une voiture de collection, parce qu'on la choisit, on la sort pas tout le temps, on sort pas quand il pleut, on la sort pas l'hiver. Donc une voiture peut s'user si elle ne roule pas. Ça, c'est la particularité quand même qu'il faut dire aux auditeurs. Après, la différence effectivement entre une voiture dite de collection, c'est-à-dire que si cette propre 2 chevaux est en carte grise collection, elle sera soumise à un contrôle technique, je dirais, tous les 5 ans, avec des mentions différentes du même véhicule en carte grise normale. C'est-à-dire que les fameux défauts critiques qui empêchent la voiture de rouler n'existent pratiquement pas en carte grise de collection. Tout à fait. Il y a une particularité aussi qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que certaines défaillances, donc on parle de défaillances mineures, majeures et critiques dans le monde du contrôle technique, pour que tout le monde comprenne bien. Donc la mineure, c'est juste une observation sur le contrôle technique. La majeure oblige une réparation sous les 2 mois. Contre-visite, donc. Voilà, une contre-visite avec une réparation obligatoire sous 2 mois maximum. Et la défaillance critique, c'est-à-dire que le contrôle technique est valable le jour même jusqu'à minuit sur le véhicule en question. Alors clairement, c'est j'ai pas de frein, les pneus sont usés, j'ai plus le droit de rouler. Alors, tout à fait, il faut que ce soit quand même des dangerosités avérées, et c'est-à-dire que c'est quelque chose de souvent sécuritairement très embêtant. D'accord. Voilà. Donc, alors, ça sera plus light, entre guillemets, avec une carte grise collection, qu'un contrôle normal. Tiens, une question, la pollution, comment ça se passe pour les vieilles autos ? Alors, la pollution rattachée, si vous voulez que ce soit une carte grise normale ou une carte grise dite de collection, rattachée donc à une obligation de faire une antipollution, c'est-à-dire c'est 72 pour les véhicules essence et 80 pour les véhicules diesel. Donc ça sera la même chose, c'est-à-dire qu'une voiture, le contrôle technique par rapport aux normes du contrôle technique, ce qu'on appelle dans le phrasier, ça sera bien sûr toujours en fonction de l'année du véhicule. On ne va pas demander à une 2 chevaux, par exemple, de freiner aussi fort que la dernière des Citroën, si on prend cet exemple-là. Oui, mais évidemment. ce qui est plus embêtant, c'est pas sur le côté de la pollution, c'est sur le côté de la structure. C'est-à-dire qu'une voiture, la 2 chevaux en carte grise normale, si par exemple elle a souvent les planchers crevés, va obliger en carte grise normale de faire une réparation. Tandis que dans la carte grise dite de collection, ça sera une observation. Et en fait, on mettra plancher pourri, plancher rouillé ou corrosion perforante, mais on ne serait pas obligé de réparer. Mais c'est un peu, excusez-moi, c'est un tout petit peu aberrant en termes de sécurité, qu'on soit collection ou pas collection. Si j'ai un plancher pourri, il faut que je le répare. Enfin, et puis il y a un autre problème en matière de carte grise de collection également, c'est que tous les véhicules qui sont antérieurs au 1er janvier 1960 n'ont même pas de contrôle technique à passer. C'est tout à fait exact. C'est-à-dire que depuis quelques années, effectivement, il y a une décision qui a été faite qu'une voiture qui est avant 60 n'a plus de contrôle technique. Alors, on parlait d'hibernation tout à l'heure, je ne vais pas parler d'eau de finesse, mais c'est un petit peu la même chose. Cette voiture sort, je dirais, du congélateur, de nos garages qui sont choyés, chauffés. Les pneus peuvent être carrés, c'est-à-dire qu'en fait, les pneumatiques, la voiture ne roule pas. Donc on peut avoir des déformations structurelles d'un véhicule, on peut avoir l'hydrométrie qui va se mettre dans les freins. Donc c'est vrai qu'il serait plutôt souhaitable, même pour un bon collectionneur, de temps en temps d'aller faire un contrôle technique volontaire sur ces véhicules, de façon, si vous voulez, à garantir une sécurité pour ses occupants, pour lui-même et pour ceux de la route. Parce que je dis pas que les voitures vont forcément toutes. Non, après peut-être, je sais pas. Mais je pense que Jean-Luc, une voiture qui ne roule pas s'abîme. On le sait. Tous ceux qui collectionnent les autos savent très bien. Les propriétaires de voitures de collection sont un peu comme les motards. Ils font hyper attention normalement à leur voiture. Peut-être un peu plus attention, mais c'est vrai que la réglementation va sans doute évoluer sur ce point-là. Je vais faire une autre aparté. C'est vrai qu'on discute sur la notion de faire un contrôle technique, mais on ne discute pas sur acheter une batterie tous les 2-3 ans, parce que toutes ces voitures qui ne roulent pas ont maintenant avec de nouveaux systèmes de batterie, on a les petits chargeurs, ça va, mais on est souvent dans le monde de la collection, moi le premier, à devoir changer des batteries parce qu'on n'utilise pas la voiture. La batterie est en sommeil
Et quand on voit les prix maintenant des batteries par rapport à un contrôle technique, c'est vrai que... Voilà. Vous m'avez fait une transition toute faite, Pierre-Yves, parce qu'on parlera des batteries justement tout à l'heure. L'élément qui s'use le plus sur une voiture ancienne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Pierre-Yves Debuine, gérant de contrôle technique et expert automobile, et en particulier pour les voitures de collection. Spéciale collection, vous l'avez compris, pour le salon Rétromobile. Dans quelques instants, on va souffler 50 bougies, c'est pas votre anniversaire pourtant. Non, mais vous êtes un amour. J'ai quelques semaines de plus maintenant. La Renault 5 fête ses 50 ans. On en parle en direct sur Sud Radio dans On parle auto. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Happy birthday to you, Mrs. Ursen. Je croyais que vous alliez dire Mr. President. Happy birthday to you, Mrs. R5. 50 ans pour les R5, on en parle aujourd'hui. Elle les fait pas, franchement. Vous nous rejoignez sur Sud Radio, on parle auto, et on parle auto spécial un peu rétromobile, avec toutes ces voitures qui nous font rêver encore aujourd'hui. 50 ans. 50 ans. Ça met une claque quand même, parce que c'était un peu. Oui, parce que moi j'ai passé mon permis sur une R5. Ah oui, moi non. Mais... Voilà. Donc c'est vrai que. Ça fait bizarre quand même. Oui, ça fait bizarre. Ouais. Dans les années 90, ma grand-mère en avait une. La Super 5. Donc, on a tous roulé dans les R5. Et alors, on a avec nous Hugues Portron, qui est le directeur de Renault Classique. Bonjour Hugues. Bonjour à vous. Comment ça va ? Vous avez mis les petits plats dans les grands pour fêter le 50e anniversaire de la R5. Ça représente quoi pour alors on va dire l'ex-Régie Renault, tiens, pour revenir un petit peu en arrière. Oh là là. Ça représente quoi ? Le revival là. C'est un modèle essentiel dans l'histoire de Renault, et j'ai envie de dire qu'il y a tout Renault dans la Renault 5. Parce que c'était la voiture à vivre avant l'heure. Oui, joli, tu te souviens du... Ouais. C'était ça le Clive. Et je dirais, c'est une voiture époque. C'est une voiture, elle a été conçue dans la deuxième moitié des années 60. C'est-à-dire à une période où la jeunesse, j'allais dire se réveille, mais c'est peut-être un peu ça, et en tout cas aspire à des changements profonds, des changements sociétaux, culturels, musicaux, sexuels, etc. Et ça va donner bien sûr mai 68. Et Renault perçoit complètement ça. Et se dit, il faut une voiture qui réponde à ces nouvelles aspirations. Ouais, vous savez quoi ? Moi, en les voyant, là, les modèles qui étaient exposés, alors en particulier la orange avec l'intérieur orange qui est sur les stands Renault, là, du rétromobile. Sur rétromobile. Voilà. Moi, je la trouve, il y a un mot qui pour moi qualifie les R5, c'est pop. Oui, c'est vrai, c'était pop. Elle est complètement pop. Et ça, c'est dû au fait que Renault a l'intelligence de confier le projet à un très jeune designer. C'est Michel Bouet, il a 31 ans seulement. Il n'a pas fait encore grand-chose. Et du premier coup, il va dessiner la Renault 5. Waouh. Et ça fait tilt. Et on dit, bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Et donc la voiture va être développée très rapidement, et elle sort dès 72. Mais c'est génial, c'est un coup de génie. Oui, en plus, c'est une rupture en termes de design, parce que on abandonne les pare-chocs chromés pour des pare-chocs en plastique. À l'intérieur, ça devient moderne, on a des compteurs carrés. Enfin, c'est une mini-révolution. C'est une grosse révolution même, ou une super mini révolution, puisqu'on a dit Renault a inventé les super mini. Mais oui, il n'y a plus de calandre, les phares sont intégrés, complètement intégrés dans la carrosserie. Il n'y a plus d'éléments saillants avec une grosse calandre, des gros pare-chocs chromés, etc. La voiture est très lisse, très souriante. Très sympathique, joviale, hyper jeune. Elle est petite en plus, ça mesure combien une 3,50 m. 3,50 m, on met 4 personnes dedans. Non, elle a une bouille. Avec un grand coffre. Elle a une bouille, quoi. C'est-à-dire qu'elle a une tronche pour cette voiture. Enfin, excusez-moi les mots, mais. Non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, on va lui mettre des yeux sur les phares et une bouche sur la calandre dans la campagne de lancement. Oui, c'est vrai. Ça va être un dessin animé, ce qui est absolument incroyable. Jamais on ose faire ça. Et bien là, avec Renault et cette voiture formidable. Pardon, j'ai une sonnerie qui se déclenche. Voilà. Ça s'appelle un téléphone, sinon aussi. Ou une alarme. Une alarme. On l'entend pas. Cette voiture, elle est sympathique, elle est joviale et elle a un petit côté anticonformiste qui correspond parfaitement à l'époque. Oui, alors en plus, ce qui est paradoxal quand même, c'est qu'elle fait hyper moderne de l'extérieur, mais côté mécanique, on a toujours un moteur longitudinal et puis on a un vieux moteur dedans pour le modèle de base.
Exactement. On va réutiliser des solutions techniques déjà éprouvées, notamment sur la Renault 4 et sur la Renault 6. Et ça va permettre de proposer une offre commerciale à un prix assez contraint, puisque au départ, la version L au 72, elle est vendue 9 740 francs, si j'ai bonne mémoire. Oh là là. Ce qui est très compétitif. Très compétitif. Combien il y en a eu de vendus à cette époque-là? Alors, au total, j'ai pas le chiffre année par année où ça serait un peu long, mais au total, on va produire plus de 5,5 millions de Renault 5 et ça sera ensuite suivi de 3,5 millions de Super 5. Ça fait 9 millions au total. Wow. Alors, ce qui est assez considérable. Ouais. Alors, sur le stand à Rétromobile, vous nous avez concocté un petit florilège de la R5. Alors, il y a les premiers modèles qu'on reconnaît en fait parce qu'ils ont les vitesses au tableau de bord en plus. Et on a un levier comme dans la 4L. Et puis, ils sont très simples en termes de lignes. Hein. Les premières avec des coloris un peu flashy. Alors à l'époque, pourquoi des coloris aussi flashy que ça? Mais encore une fois, c'était pour être dans l'époque, dans l'air du temps. Souvenez-vous, le orange envahit les intérieurs, les magazines, on a des téléphones orange, des fauteuils orange, etc. Oui, et ça se retrouve sur la Renault 5. C'est cette mode. Il y a eu une très belle exposition, peut-être qu'elle a encore lieu à Paris actuellement, sur la mode prise unique. Je me souviens de ça. Alors je vais regarder, mais je crois qu'elle malheureusement elle n'est plus. Oui, il y a eu d'autres modèles. Il y a un modèle. Vous exposez un modèle Pi de la police. Alors on se dit tiens, c'est marrant, pourquoi ils avaient une 3 portes dans la police. Mais alors elle est sortie en 3 portes, la R5, et puis elle a eu 5 portes, mais un petit peu plus tard. Voilà, c'était un énorme pari là aussi de Renault. On a décidé de sortir la voiture uniquement en 3 portes. La direction commerciale n'y croyait absolument pas. Et donc, dès le départ, en cachette, on a préparé une version 5 portes. Mais pourtant, on va attendre 79 pour la sortir. Et là, c'est vrai que ça va donner un nouveau coup de boost à la vente des voitures. Il va y avoir une autre clientèle qui va s'approprier la Renault 5. Alors, il y a une autre clientèle aussi, quand même. Juste parce que l'exposition est toujours en cours. Jusqu'au 15 mai 2022, c'est au Musée des Arts Décoratifs. Voilà. D'accord. Et alors, il y a une autre clientèle qui va s'intéresser à la R5, c'est les sportifs. Parce que moi, j'ai rêvé de la R5 Alpine. Alors, je parle même pas de la R5 Turbo quand elle est sortie. La noire avec les lignes rouges, là? La petite Alpine qui est sur le stand, que j'aime beaucoup, qui est sortie d'abord en atmosphérique, puis après en turbo, puis ensuite la R5 Turbo, qui est devenue une légende chez Renault. Exactement. Et sans doute le véhicule de collection le plus prisé de Renault aujourd'hui, il faut le dire. Ah, ça fait partie des pépites, oui, exactement, vous avez tout à fait raison. Mais ce qui est remarquable avec la Renault 5, et on le voit bien à travers ce que vous dites, c'est qu'en fait, avec la 4L, on avait fait la voiture pour tous. En gros, il n'y a pas beaucoup de diversité, mais ça convient à tout le monde. Avec la Renault 5, c'est différent. On va créer la gamme dans la gamme. On va créer la voiture pour chacun. C'est-à-dire qu'il y aura des versions pour répondre à chaque besoin spécifique de la population. Et donc, on va avoir des voitures très simples, peu chères. On va avoir une version auto-école, que vous avez mentionné tout à l'heure. Et puis, on va avoir des versions plus luxueuses, comme la TX, des versions sportives, des versions société. Et puis, effectivement, même une version de rallye avec la turbo qui est au départ conçue par le rallye et qui est en même temps une voiture quasiment à concept car qu'on met sur la route. Et cette voiture devient mythique, notamment grâce à un pilote qui est Jean Ragnotti, qui va faire des merveilles à son volant. On vous propose d'aller voir ces fameuses Renault 5 sur le stand encore jusqu'à demain soir. Même une R5 électrique à l'époque et il y aura de nouveau une R5 électrique. On en parlera parce que là on n'a plus le temps. Jean-Luc. Hugues Portron, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, vous êtes directeur Renault Classique. N'hésitez pas à aller jusqu'à demain soir sur le Rétromobile puisqu'on voit pas mal de Renault 5 pour ses 50 ans et puis il y a plein de choses sur internet et puis ça fait du bien. Elles font partie ces voitures de nos marqueurs d'histoire et moi j'aime beaucoup. Tiens, notre marqueur d'histoire c'est à suivre avec le Mairie Club de Cassis, lui qui fête ses 40 ans. Qui fête ses 40 ans. Qui fête ses 40 ans. Oui. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et dans notre émission spéciale, si vous nous rejoignez à 12h31, d'ailleurs vous passez peut-être à table, bon appétit, eh bien on met la part belle à ces voitures de collection puisqu'il y a Rétromobile. Mais nous avons aussi un joli jeu qui a lieu sur les réseaux sociaux de toute la semaine sur Sud Radio. Et nous offrions, donc on aura le plaisir de connaître le nom de la gagnante aux alentours de 13h, à l'occasion du rallye Achat des Gazelles, avec Sud Radio et Bosch Car Service.
Service, partenaire officiel du rallye, va offrir un an d'entretien d'un véhicule valable dans tous les Bosch Cars, service de France métropolitaine, dans la limite de 400 €. C'est un beau cadeau. On découvrira le nom de la gagnante ou du gagnant juste après 13 h. Jean-Luc M de Paris. Allez, 0826 300 300 si vous voulez nous rejoindre dans On parle auto pour poser vos questions à Jean-Luc, participer. Et puis vous savez, vous pouvez nous écrire à jeparticipe@sudradio.fr en mettant On parle auto dans le corps de votre mail, dans l'objet, mais aussi bien sûr vos coordonnées complètes avec numéro de téléphone. On part à Cassis ? Oui, on va se faire un petit kir à Cassis, un petit kir Cassis, oui. Oh non, il y a trop joli vin. Il y a trop joli vin. Il y a l'appellation Cassis. En plus, je pense qu'on va parler un petit peu de vin avec Stéphane Vimès, qui est le directeur général du Méray Club de Cassis. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, on va commencer par on est très gâteau aujourd'hui. On est très gâteau. On a soufflé 50 bougies de l'ER5 et là on souffle les 40 ans du Méray Club de Cassis. C'est quoi le Méray Club de Cassis? Parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est un petit club de province, mais pas du tout. Oula. Alors, le Méray Club de Cassis aujourd'hui, effectivement, c'est une entreprise qui emploie 70 personnes, mais qui a démarré il y a maintenant un peu plus de 40 ans même, puisque c'était l'agence Citroën de Cassis qui entretenait les 2 chevaux et les Méhari dans le village de Cassis. Et la 2 chevaux, la Méhari, à l'époque, faisait partie de la gamme Citroën. Donc tout est parti de cette petite agence de centre-ville. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, cette entreprise qui refabrique les pièces détachées d'origine pour les 2 chevaux et les Méhari, et qui fait même un peu plus, puisque on a pris ce virage de l'électrique. Donc c'est une très belle histoire. Quand vous dites qu'il refabrique, le Méray Club a racheté les machines et les outillages de Citroën et donc refabrique de la pièce d'origine. On est d'accord, parce que on peut trouver aujourd'hui pour les 2 chevaux, alors pas que pour les Méhari, mais on peut trouver aujourd'hui pour les 2 chevaux et les Méhari tout un tas de pièces qui viennent de Chine, d'Inde et de n'importe où. Ce que vous faites vous, c'est de la pièce d'origine. Tout à fait. En fait, cette histoire, donc petit à petit, je dirais que l'activité a grossi. Donc le Méray Club s'est fait une notoriété nationale, internationale, et de par la relation bâtie avec Citroën, quand Citroën a arrêté de fournir les pièces détachées, on a pu récupérer les outils de fabrication, donc notamment pour la Méhari, les outils de thermoformage qui nous permettent de refabriquer les pièces détachées de carrosserie de Méhari. Et de la même chose pour l'estampage, donc pour la partie 2 chevaux, par exemple, pour la 2 chevaux, on a 5 outils de 20 tonnes qui permettent de refabriquer un capot. Alors évidemment, il faut avoir des presses de 1000 tonnes, donc on va dans des sociétés spécialisées. Vous n'avez pas ça dans votre cave, j'imagine. Non. Par contre, dans nos ateliers, à Cassis, on fabrique à peu près 20 à 25% de nos pièces détachées, et notamment au travers de 2 ateliers que je vous invite à venir visiter. Nos ateliers de sellerie. Attention, on va venir. Si vous nous recevez, nous on est partants. Non, mais j'ai noté qu'en plus vous allez parfaire votre connaissance de notre territoire, puisque Cassis, c'est une des plus vieilles AOC de France. Exactement. Du vin. 1948, je crois. Exactement. Mais excusez-moi de m'y connaître. Stéphane, on va faire la transition parce que sur le stand du Méray Club de Cassis, il y a une camionnette de chevaux. Avec écrit domaine de Miraval sur le côté, on est d'accord. Alors avec une particularité, Laurence va nous expliquer ce que c'est que Miraval, et sous le capot il y a une autre particularité parce que pour le coup elle est 100% électrique. Oui, alors en gros, comme j'expliquais, c'est qu'on a notre activité traditionnelle, c'est la refabrication des pièces détachées, y compris chez nous. On a des ateliers, on est entreprise du patrimoine vivant pour tous ces savoir-faire artisanaux qu'on a gardés. Sellerie, ferronnerie, on refabrique les châssis d'origine de ces voitures. Et on a pris le virage électrique à partir de 2016 pour, je dirais, un peu accompagner les enfants, petits-enfants de nos clients qui aujourd'hui sont toujours autant séduits par la ligne intemporelle de nos voitures, mais qui veulent une nouvelle forme de mobilité. Et donc on est parti en électrique, et à Rétromobile, on présente une magnifique fourgonnette qui est équipée d'un kit de conversion, on appelle ça le rétrofit. Donc on a converti une fourgonnette thermique en fourgonnette électrique 0 émission. Combien ça coûte la transformation ? Sur la fourgonnette, on a une transformation qui coûte à la base 15 000 €, mais s'agissant d'un VU, on a une prime à la conversion de 5 000 €, et on a quelques régions qui viennent aujourd'hui ajouter à cette prime. Donc on a une conversion qui est très abordable.
reste à trouver la fourgonnette en bel état. Ah oui, c'est ça. C'est la question. J'allais vous poser deux questions. Il faut amener son véhicule, première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut... Alors ça, c'est pour, j'allais dire les ayatollahs, on va pas dire ça comme ça, on va dire pour les puristes qui disent, oh là là, c'est un sacrilège d'enlever un moteur dans une 2 chevaux. Est-ce que c'est réversible? Alors, oui, il faut amener son véhicule. C'est le principe, je dirais, du rétrofit. C'est une forme aussi d'économie circulaire. On donne une deuxième vie à un véhicule existant. Donc, c'est quand même un des thèmes forts qui est autour du rétrofit. C'est vraiment de continuer à utiliser des véhicules. On le fait dans la voiture ancienne, mais les applications sont beaucoup plus larges. Et les ateliers dont vous parlez, ça fait maintenant plusieurs salons de voitures anciennes qu'on fait et on échange. Et d'abord, on le fait sur des véhicules de très grande diffusion. Donc, quelque part, on fait aussi partie du maintien sur les routes de ces véhicules-là. Et honnêtement, le regard des gens a beaucoup changé parce que ils comprennent qu'il faut aussi être capable d'évoluer avec son temps. Et on a de moins en moins d'opposition franche là-dessus. Mais pour répondre à votre question, techniquement, on pourrait revenir en arrière. Administrativement, j'ai pas encore la solution. Mais comme on enlève le moteur, qu'on garde la boîte et qu'on vient mettre le moteur électrique en lieu et place, et qu'on ne fait que démonter les réservoirs d'essence, la réponse c'est que oui, c'est réversible. D'accord. Bon, bah écoutez, parfait. On peut acheter une 2 chevaux neuve chez vous ou pas? Là, je parle d'une normale, pas électrique. Oui, alors il faut être un peu patient parce qu'aujourd'hui, nos ateliers de restauration, on a plus d'1 an d'attente pour refaire une 2 chevaux, une Méhari, puisque c'est aussi une des activités qu'on a historiquement. On restaure entièrement ces jolis véhicules. Et on a beaucoup de demandes parce que la 2 chevaux en particulier est très prisée par les Français aujourd'hui. Oui, on l'a vu précédemment. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu, Stéphane. Petite précision, j'ai dit une petite bêtise, c'est 1936, je crois, là, au CK6, qui est une très belle terre de blanc, d'ailleurs. C'est parce que, vous savez, je travaille en ce moment sur un livre pour la Provence viticole. Et la Provence est aussi une merveilleuse terre de vin blanc. les coordonnées de avec Stéphane modération. pour que vous puissiez l'appeler, parce que quand Brad Pitt passe le voir... Oui, mais il n'y a pas que, parce que j'ai un joli domaine qui s'appelle le domaine de Bagnols, que j'ai interviewé pour le livre. Et vous connaissez ? Alors, domaine de Bagnols, à Cassis, c'est mon vin blanc préféré. Ah et voilà. Bagnols, vous savez, ça ne s'invente pas. Ouais. Ça parle bien. Et avec des cépages qui sont très originaux quand on les connaît pas, c'est Marsanne Clairette. Je peux vous dire, ça vous fait des vins qui sont floraux, qui sont bons, et puis il y a une terre comme ça. Bon, on va venir. Allez. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous venez sur le stand, j'ai une caisse de domaine de Bagnols juste à côté de moi. Je rigole pas. Je vous crois. Avec modération. On a du Miraval en rosé et. Bon, on y va là. On y va. In vino, c'est dans 1 heure avec l'équipe d'Alain Marty que je retrouve dès demain aussi pour un autre rendez-vous. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. C'est vrai qu'on aime le vin, on va pas se plaindre et on va pas mentir. On aime les bonnes choses avec modération, évidemment. Aussi les vieilles autos. Les voitures de collection pourront-elles circuler librement dans les ZFE? Eh oui, on l'espère. Enfin, on l'espère. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Et il y a des gens qui œuvrent pour ça, et en particulier Jean-Pierre Moga, qui est le sénateur du Lot-et-Garonne. Il a même créé l'amicale des parlementaires des Amis du véhicule de collection. Il est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous. Après, on va parler de votre projet de loi, mais pourquoi avoir créé cette amicale parlementaire des Amis du véhicule de collection ? Alors, j'ai créé avec des collègues sénateurs et des collègues députés cette association parce que souvent, il y a des textes de loi qui involontairement portent tort à la circulation ou à la conservation de véhicules anciens et cette amicale nous permet de discuter d'abord au Sénat ou à l'Assemblée nationale transversalement, c'est-à-dire au-delà de l'appartenance politique de ces problèmes-là, et puis de discuter aussi ensemble, parlementaires des deux assemblées, et pour voir comment on peut essayer, au travers d'amendements, d'améliorer les choses pour que les véhicules anciens, que ce soit les voitures, les camions, les motocyclettes, etc., puissent continuer à circuler. Parce que un véhicule de collection, ça fait partie du patrimoine au même titre qu'un château. Et imaginez que les châteaux, on décide de ne plus les ouvrir, de les laisser fermer. Très rapidement, les tapisseries, l'intérieur se dégraderait. Eh bien, un véhicule de collection, c'est pareil. Il faut qu'il circule de temps en temps. Il circule, moi j'en ai personnellement, il circule très très peu.
mais ils ont besoin de circuler et donc il faut pouvoir, pour les conserver, les protéger, que la législation leur permette de continuer à circuler, même si tout le monde sait qu'ils circulent très très peu. Monsieur Moga et Jean-Luc, on a d'ailleurs sur la page Facebook une question dans ce sens qui est arrivée sur la page de Sud Radio. Hervé qui nous dit « Bonjour Dame Laurence et Jean-Luc, bravo pour votre émission. » Concernant les voitures de collection, est-ce normal qu'elles puissent circuler dans les ZFE alors qu'elles polluent forcément plus qu'un véhicule d'une dizaine d'années? On va revoir des 205, des Clio, âgées, polluantes, passer à proximité des gens, déjeunant en terrasse. Voilà, il pose une vraie question. Oui, mais en fait, elles circulent peu. Elles font 1071 km par an. Oui, mais du coup, si elles passent à côté, qu'elles ne sont pas entretenues, il n'a pas non plus complètement tort d'une terrasse, je suis en train de manger. Il n'a pas complètement tort, mais comme elles circulent très très peu, elles polluent aussi globalement extrêmement peu. Et il est démontré que leur contribution à la pollution et à l'émission de particules fines, notamment, qui sont très mauvaises pour la santé. Moi, je le conçois largement et je ne suis pas, et je crois que tous ceux qui sont dans mon amical sont du même avis que moi, nous ne sommes pas opposés aux ZFE. Nous pensons que dans les métropoles, les grandes villes et partout, il faut améliorer la qualité de l'air, mais que ces véhicules-là circulent ou circulent pas. Et oui, c'est la goutte d'eau dans la mer. Ouais. Voilà, c'est la goutte d'eau dans la mer, et donc ça ne changera pas grand-chose. Et puis, je vous assure que quand ces véhicules-là circulent, les gens apprécient beaucoup de les voir parce que ça leur rappelle, pour certains, la voiture de leur grand-père, les voitures de leur enfance, ou les véhicules, que ce soit aussi pour les gens qui viennent du monde agricole, les vieux tracteurs, etc., ou les vieux camions. Mais ils contribuent effectivement très très peu à la pollution de l'air. Et d'ailleurs, j'avais été surpris quand j'avais donc déposé la loi au cours des éditions. Il y a l'adjoint chargé des feux de l'adjoint de M. Piolet, le maire de Grenoble, qui était venu et qui avait dit écologie, et qui avait dit lors de son audition, et ça m'avait très agréablement surpris, qu'il n'était pas du tout opposé à ma loi, bien au contraire, parce que le problème pour eux, c'était pas les 500 ou 600 véhicules qui risquaient de circuler à Grenoble, mais que c'était les milliers de camions et les centaines de milliers de voitures qui tous les jours polluaient la ville et ses alentours. Jean-Pierre Moga, sénateur du Lot-et-Garonne. Oui, alors, juste une dernière question très vite, parce qu'on est au bout. Vous avez proposé une vignette pour les véhicules de collection, ça a une chance d'aboutir ou pas, ça ? Alors, ça, je pense, une chance d'aboutir. C'est une solution qu'ont adopté les Allemands, qui sont, vous le savez comme moi, quand même des écologistes convaincus, qui marchent très bien chez eux, et ça permettrait d'identifier les véhicules de collection et leur permettre de traverser les ZFE, sachant qu'il n'est pas question d'organiser des rallyes spécifiques dans les ZFE, mais simplement de les traverser, de pouvoir y passer matin, ou d'en sortir le matin pour aller sortir et de re-rentrer le soir. Oui. Eh bien, merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Merci à vous. Pierre-Yves Debuy. Non, Jean-Pierre Moga, sénateur du Lot-et-Garonne et créateur de l'amicale parlementaire des Amis du véhicule de collection. Allez, à suivre sur Sud Radio et évidemment dans On parle auto. On va parler pneus, mais bien en parler avec la plus large gamme de pneus collection. C'est Michelin qui sera avec nous en la personne de Bruno Coué. Et je vous rappelle que vous êtes entre autres attendu sur le 0826 300 300 pour participer, ou sur jeparticipe@sudradio.fr par mail si vous voulez poser vos questions, intervenir, changer de voiture. Enfin, nous, on est là pour vous, donc profitez-en. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route.
La plus large gamme de pneus collection, puisque je vous rappelle que c'est une émission un peu spéciale en l'honneur du rétromobile, donc il y a beaucoup de sujets autour des voitures de collection. Eh bien, c'est Michelin qui a cette gamme la plus large. On en parle avec notre invité pour parler de ça, Bruno Coué, qui est responsable marketing Michelin Pneus Collection. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, alors Bruno, pour commencer, vous avez la plus large gamme, mais on peut équiper quoi comme véhicule? Alors pas le fardier de Cugnot, on l'a vu parce qu'il n'y a pas de pneus, mais ça va de quelle date à quelle date? J'en profite pour préciser que le fardier que vous avez vu à Rétromobile est équipé de roues en bois fabriquées en Auvergne, refabriquées en Auvergne. Précisément. Mais en effet, on ne peut pas l'équiper. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, tout à fait, Laurence. Alors donc, on équipe les voitures. En fait, notre gamme s'étend pour fournir des pneumatiques depuis les années 20 jusqu'au Youngtimer, jusqu'aux années 2000 en fait. D'accord. Et on cherche régulièrement à développer de nouvelles gammes. Ça fait combien de références, ça? Alors, on a compté une 120 dimensions actuellement, 120 dimensions, comptant la compétition historique pour laquelle on propose également des gammes. Et comment je peux savoir si je peux équiper ma voiture ou pas? Alors, ma vieille voiture, évidemment. Ouais, une voiture classique. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que la voiture que j'ai commencé à restaurer est toujours équipée de la bonne dimension? Est-ce que le précédent propriétaire avait mis les pneus adaptés à la voiture? Et vous avez raison, Bruno, parce que moi, j'avais acheté, je vous raconte ma vie, mais une 504, il y a une maintenant 12 ou 13 ans, et elle avait des pneus qui n'étaient pas de la bonne dimension, parce qu'à l'époque, on avait du mal à trouver la dimension historique de la voiture. Et faute de mieux, parfois les propriétaires mettaient un peu ce qu'ils avaient sous la main. Bon, là, les contrôles techniques n'existaient pas forcément. Voilà. Donc, alors, pour ce faire, eh bien, nous avons un site qui s'appelle classique.michelin.com, où nous avons le référencement de centaines, plusieurs milliers de véhicules de collection. Donc, dans la rubrique « Trouvez votre pneumatique », pour équiper votre voiture, en fait, donc nous précisons la dimension d'origine. Alors, quand on a la chance d'avoir exactement la même, je vais citer le 125-15 des 2 chevaux, bien évidemment, on dit voilà, vous pouvez rééquiper en pneu Michelin 125 R15. Mais quand la dimension n'existe plus, nous proposons une substitution parfaitement validée par nos services en termes techniques, de respect de l'indice de vitesse, de l'indice de charge, qui se substitue à la dimension d'origine. Ah, c'est vraiment bien fait. Juste une question, Jean-Luc, c'est quoi la voiture avec laquelle vous êtes venu aujourd'hui pour voir s'ils ont leurs pneus? C'est une Sunbeam Alpine, mais je lui ai déjà posé une colle cette semaine à Bruno. Je ne vais pas lui en poser une deuxième. Je cherche sur le site. Ça sera une vraie question. Alors, mais la question, Bruno, quand j'achète un pneu collection, est-ce qu'il correspond exactement à ce qu'il y avait à l'époque sur les voitures, ou est-ce que c'est des pneus plus modernes, avec un dessin ancien? Alors, nous nous attachons, Jean-Luc, en effet, à respecter parfaitement l'esthétique du pneu d'époque, en ajoutant bien évidemment les nouvelles réglementations sur le flanc. Alors, c'est pas écrit très gros, mais ce qui nous permet de vendre ce pneu sur de nombreux marchés à travers le monde. Mais par contre, à l'intérieur du pneumatique, les composants ont considérablement changé. Et ce sont des pneus entièrement modernes, avec des gommes modernes, des carcasses modernes, des matériaux modernes. Mais ça ne se voit pas. D'accord. Donc on a amélioré la longévité encore par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et ça dure combien, un pneu de collection? Ça dure plus longtemps qu'un pneu normal, parce que les voitures roulent peu, donc on les use pas. Mais ce qui va les user, c'est le temps qui passe. Ouais, Jean-Luc, vous avez cité les 1071 km qui sont issus de l'étude de la FFVE, donc bien évidemment 1071 km. En 10 ans, le pneu aura roulé 10 700 km en moyenne. Et nous, Michelin, nous mettons des composants adaptés à l'usage des voitures de collection. Ceci étant dit, au bout de 10 ans, nous estimons qu'il est vraiment mieux de changer ces pneumatiques au bout de 10 ans, malgré tous les composants spécifiques pour ces gammes collection qui sont tout à fait différentes en effet de notre offre moderne. Sur route mouillée, vous avez quelques centimètres tout d'abord, puis après plusieurs mètres de freinage perdus au fil des ans. Donc au bout de 10 ans, il est bon de changer ces pneumatiques de collection. D'accord. Alors, autre question piège que vous avez posée cette semaine. Moi, j'ai les carnets d'entretien, parce que tout collectionneur se doit d'avoir le carnet d'entretien de la voiture qu'il possède. Jusqu'à présent, je prenais les pressions qui étaient recommandées par le constructeur sur le carnet d'entretien. Est-ce que c'est valable avec les pneus, entre guillemets, modernes qu'on trouve aujourd'hui ? Alors, sur les carnets d'entretien, ou parfois, vous savez, à l'intérieur de la portière ou dans la boîte à gants, on trouvait encore des pressions. Alors, je dirais sur les véhicules Youngtimer, pas de souci, on adapte les pressions constructeurs pour les voitures des années 90-2000.
Par contre, avant cette période, non. Nous avons des pressions qui sont généralement plus hautes pour les gammes Michelin Collection. Et là encore, sur notre site, nous indiquons les pressions qui ont été calculées et testées pour les véhicules avec les pneus Michelin Collection modernes. Et les pressions étaient beaucoup plus basses, en particulier dans les années 30 ou au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc les pressions étaient beaucoup plus basses. Donc surtout ne pas tenir compte des pressions d'origine quand on rééquipe sa voiture avec un pneu Michelin Collection moderne, mais adapter véritablement ce que nous indiquons sur notre site internet, classique.michelin.com. C'est bien fait votre site, hein. Je suis dessus, je me balade, c'est très très bien fait. Hein. Merci Laurence. Déjà heureux d'entendre que vous avez retrouvé votre voix aussi. Vous êtes adorable. Par rapport à la semaine dernière. Merci beaucoup. Bruno, les trouvez-vous les pneus Michelin Collection? Parce qu'on ne peut pas les acheter sur le site en direct. Hein. Non. Nous renvoyons vers des spécialistes du pneu collection. Là encore, vous avez trouvé votre pneu avec des distributeurs, dont d'ailleurs le Méhari Club Cassis, vous aviez Stéphane à l'instant, qui diffuse nos pneus. Mais également, donc, si vous ne souhaitez pas se faire envoyer les pneus donc, par Internet en l'occurrence, tout marchand de pneus, tout distributeur, tout pneumaticien en France peut commander nos pneus collection et les obtenir sous 2 ou 3 jours. Sous 2 ou 3 jours, vous êtes gentil, parce que parfois il y a des gammes. Alors je vais prendre un exemple, les pneus TRX, c'était des pneus assez particuliers qu'on trouve sur les voitures des années 80. Pour avoir des pneus TRX, parfois il faut attendre 6 mois, voire plus que ça. C'était le cas il y a quelques années, mais donc nous avons investi dans l'outil artisanal, parce que ce sont des pneus fabriqués en petite série sur des moyens manuels. Mais on arrive maintenant à sortir les pneus beaucoup plus rapidement que de par le passé, même si bien évidemment, comme toute pièce automobile, je dirais surtout en ce moment, il y a parfois un petit peu d'attente. Vous avez vu d'ailleurs l'Alpine A310 sur le stand de la gendarmerie, équipée en TRX. La R5 Turbo de Hugues Portron, équipée en TRX également. Nous les avons toujours au catalogue. Ça coûte combien un pneu pour une voiture de collection ? Bon, là, disons moins de 90 € pour les dimensions les plus petites, pour Fiat 500, 125/12, 125/15, jusqu'à plus de 300-400 € TTC pour des véhicules les plus emblématiques, les plus compliqués aussi à mettre au point pour nous. Un pneu qui doit rouler à 270 km/h, bien évidemment, coûte plus cher à fabriquer qu'un pneu... Sur circuit. Sur circuit ou en Allemagne, sur autoroute. Merci d'être intervenu pour parler des pneus, des véhicules de collection. Bruno Coué, qui est responsable marketing Michelin Pneus Collection, qui est la plus large gamme des pneus collection qui existe aujourd'hui sur le territoire. On est fiers, ces Français quand même. Bah oui, tiens. Donc. Dans quelques instants, le retour de l'info de Sud Radio. Et puis, on va vous accueillir. Vos questions, c'est tout de suite au 0826 300 300, que ce soit des questions sur les voitures de collection, par exemple, ou pas. Et puis, vous n'hésitez pas également, les questions Facebook seront à l'honneur. Je connais un Stéphane qui va peut-être même avoir sa réponse sur les histoires de plastique collant. Restez bien en notre compagnie. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente... Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et puis le rugby, c'est sur Sud Radio. N'allez pas voir ailleurs, c'est sur sudradio.bar. On va maintenant, c'est le moment, mon ami Jean-Luc, juste avant de continuer notre émission jusqu'à 13h30, donner la parole à ceux qui sont en notre compagnie et sur Facebook, mais aussi au téléphone. Alors tout de suite, avant de retrouver la batterie, c'est un point faible des voitures anciennes, puisqu'on parle beaucoup avec Rétromobile aujourd'hui. Très très grande question de l'ami Stéphane. Question qui m'a pris pas mal de temps. Stéphane, sur la page Facebook de Sud Radio, qui nous dit: c'est l'occasion de parler des plastiques collants, Jean-Luc, avec Rétromobile. C'est quoi cette histoire les plastiques collants, Les plastiques, en fait, il y a certains plastiques qui ne sont pas d'une qualité extraordinaire, mais ça peut même être sur des voitures absolument incroyables. Il y a des Ferrari où vous avez des Ferrari des années 90, où vous avez les lèvres-vitres en plastique, vous mettez le doigt dessus, vous avez le doigt qui reste collé pratiquement. Ça devient un peu comme du chewing-gum. Aïe. Il y a beaucoup de plastiques comme ça. Moi, par exemple, j'ai sur des enceintes que j'ai mis dans une de mes voitures, le cache extérieur, il y a du plastique qui est censé être un plastique doux, parce que c'est pas les plastiques durs ne deviennent jamais collants. C'est des plastiques qui ont un aspect un peu soft, mais c'est dû à quoi qui deviennent collants. C'est la dégradation en fait du plastique qui vieillit mal et donc il devient collant. Alors comment on fait pour enlever cet aspect collant des plastiques? Je pensais moi qu'il suffisait de remettre un produit dessus pour repolymériser. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça se fait. Il faut d'abord passer le plastique en question au diluant.
un diluant qui ressemble à de l'acétone, mais qui n'est pas de l'acétone. Donc, pour enlever la couche superficielle de ce plastique, mais avec de l'acétone, ça fonctionnerait. Mais il faut d'abord enlever tout ce plastique qui est devenu collant. Ouais. Et une fois que vous avez... Alors, vous allez enlever toute la partie supérieure. Je vous disais, il y a un aspect soft sur ces plastiques. Vous allez enlever tout cet aspect soft. D'accord. Donc, il faudra évidemment le remplacer. Il existe des peintures aujourd'hui, des peintures souples, qui redonnent cet aspect soft. Ça veut dire qu'il faut démonter, frotter pendant longtemps pour enlever ce plastique collant et ensuite repeindre avec une peinture spécifique. Donc, autant dire que c'est un boulot absolument gigantesque. Si vous devez faire ça sur tout un tableau de bord ou sur des grandes parties, c'est vraiment un gros travail. Bah alors, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de produit. Non, le produit qu'on pulvérise et qui d'un coup va rendre le plastique. C'est pas possible, ça n'existe pas. Même au téléachat, nous on vend pas ça. Ça n'existe pas. Non. Donc diluant, on frotte, on bosse, on enlève tout le côté collant et on repeint avec une peinture qui donne un aspect souple. Bon, super, merci beaucoup de cette réponse. J'espère que notre ami Stéphane est heureux de cette réponse qu'il attendait. Je pense pas, parce que même moi j'attendais autre chose. Oui, d'une gomme, non, il n'y a pas de gomme. Ça n'existe pas. Alors, on va accueillir dans quelques instants également l'un d'entre vous. Pour une question à l'ami Jean-Luc, mais juste avant d'accueillir José, vous savez que toute la semaine sur les réseaux sociaux de Facebook, il y avait un grand jeu à l'occasion du rallye achat des gazelles. Sud Radio et Bosch Car Service offraient 1 an d'entretien d'un véhicule. C'était valable dans tous les Bosch Car Service de France. Et là, c'est Séverine qui habite à Dunkerque qui a donc été la gagnante sur les réseaux sociaux. Bravo à vous, 400 euros. Ah ouais, ça fait un bel entretien. Ouais, ça fait une grosse révision. Tout de suite, José nous rejoint sur Sud Radio. Salut José. Bonjour José. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. On vous écoute. Alors, avant tout, un petit remerciement à Jean-Luc, parce que ça fait quelques années que je l'écoute et que je le suis. Et du coup, je suis passé de la voiture diesel à la voiture hybride, et de la voiture hybride à la voiture électrique. Ah bon, ça y est, vous avez fait le grand saut, ça y est. Oui, petit à petit. En 2 fois, on a fait le coup. Ça, c'est la voiture de madame. On est passé à la voiture électrique et on a une autre voiture thermique à la maison. Oui, et là, parce qu'il faut pour les grands trajets, on est d'accord. Ouais. Alors, votre question. J'avais besoin de votre aide pour choisir une voiture essence en vue de la passer au bioéthanol. C'est la voiture pour mon fils qui va avoir son permis. Comme je vous ai déjà entendu dire que Peugeot aimait pas trop le bioéthanol, voilà, je voulais... Vous savez quoi, tiens, on va profiter de votre question pour dire pourquoi le moteur PureTech. Alors, au départ, il y a eu des problèmes de mise au point pour les boîtiers, ça marchait pas bien. Maintenant, ça marche bien, il n'y a plus de problème. Mais ce moteur, il a un gros souci avec la courroie de distribution, qui est une courroie immergée. Et elle est immergée dans l'huile, et si dans l'huile vous avez un peu d'éthanol, ça va désagréger encore plus rapidement la courroie. Et ça, n'importe quel système d'adaptation à l'éthanol ne pourra rien y faire. Donc il vaut mieux éviter de passer ces moteurs-là. Et José, vous avez quoi comme budget? Alors j'ai un budget entre 5 et 6 000 euros. Alors, on écoute. Eh ben, vous savez quoi, on avait le patron de Suzuki. Oui. Une petite Suzuki Swift d'occasion. C'est des moteurs qui sont à la fois très robustes. La voiture, elle est sympathique. Elle plaira sans doute à votre fils. Ça marche pas mal. Ça s'adapte bien à l'éthanol. Il aime pas. J'étais là-dessus quand il aime pas parce que ça fait trop fille. Comment ça fait trop fille? Il prend une sport et ça fait pas fille. Une autre sport avec le budget que vous avez. Une autre en 1 minute, Jean-Luc Moreau. Les anciennes Peugeot, les 207 en 1,4 litre, c'est des moteurs des anciens. Ouais, mais ça, passer à l'éthanol, non. 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 Alors, pour 6 000 euros. Pour 6 000 euros, une petite Toyota Yaris. Ouais. Corsa. Alors, 6 000 euros, vous pouvez pas rajouter 2 000 euros de plus si vous lui trouvez une hybride, que vous passez à l'éthanol sans problème. En plus, en ce moment, avec le prix des carburants, ça serait intéressant. Puis si vous êtes déjà passé à l'hybride, je ne vais pas vous expliquer que c'est bien. Oui, on a déjà eu un Toyota CHR. Oui, ça vaut le coup. Vous serez moins embêté parce que c'est hyper fiable. Oui. Voilà, donc ça vaut le coup de rallonger un peu le budget pour lui acheter un truc fiable qui ne consommera pas beaucoup. Et en plus, il a passé à l'éthanol et il fera 550 km avec 25 euros de carburant. Bon. Voilà. Okay. Corsa, pas du tout. Les 1,2 litre ou 1,4 litre. Non. Bon. Okay. Bon, ça fait déjà pas mal. C'est pas mal, hein? Oui. Je vais m'arranger avec ça. On va finir par trouver. Bon. Oui, super, José. 8 000, merci beaucoup. Vous êtes où, José? Bonne continuation à vous. À Chantilly, je suis. Oh, j'adore. Bonne journée à Chantilly. Allez, hop, c'est parti. Merci, au revoir. On va parler batterie maintenant. CTEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars.
Et nous sommes avec notre invité Abel Santirso, qui est déjà venu dans notre rendez-vous. On parle auto, directeur vente Europe de CTEK, leader des chargeurs de batterie. On dit CTEK. Oui, mais sauf que quand tu es à la radio et que tu peux pas le lire et que tu écoutes la radio, CTEK, ça veut rien dire que CTEK. Tape, tu visualises. Alors, on a entendu tout à l'heure que la batterie, comme les voitures de collection ne roulent pas beaucoup, les batteries sont assez peu utilisées. Donc, qu'est-ce qui meurt en premier? Une batterie. C'est la batterie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être en panne de batterie quand les beaux jours arrivent? Est-ce qu'il faut recharger régulièrement? Alors ça, on connaît la réponse, c'est oui, évidemment. Abel, on est d'accord, une batterie, ça se recharge tous les combien quand on ne l'utilise pas? D'abord, bonjour. Bonjour, oui. Bonjour Abel. Oui, comme on a l'impression qu'il habite avec nous. Il y a deux choses. Soit on recharge la batterie au moment où on veut utiliser le véhicule, ce qui est une demi-méthode. Soit pendant la période d'hivernage, on laisse le chargeur CTEK branché et il va tout simplement maintenir. Il va la charger d'abord. On laisse brancher tout le temps. Oui, sans aucun problème. Excusez-moi, messieurs, vu la hausse du prix de l'électricité, ça vous gêne pas de laisser quelque chose de branché tout le temps, vous? Beaucoup. Alors, le gros avantage des chargeurs CTEK, c'est une de nos particularités, c'est qu'on fait très 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 attention à la consommation de veille de nos chargeurs. D'accord. Donc en fait, la plus grosse consommation, elle est lors de la charge. En 3-4 heures maximum, votre batterie est chargée. Et après ça, en fait, c'est de la charge par impulsion. Donc c'est très 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 peu. C'est juste de quoi garder la batterie vive, en fait, tout simplement. Je me permettais, c'est moi qui Est-ce que je peux utiliser tout à l'heure, on disait là, pour redémarrer la voiture, j'ai peut-être pas le temps d'attendre une charge normale. Est-ce que je peux utiliser un booster sur les vieilles autos ou est-ce que c'est mauvais pour leur santé? Oui, bien sûr, si vous voulez réduire la durée de vie de votre batterie, c'est la meilleure solution. Le booster est vraiment déconseillé. C'est quelque chose qui envoie un très 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 gros ampérage en quelques secondes. Et si même par rapport aux batteries, aux voitures modernes, où là l'électronique risque de souffrir, sur les anciennes, c'est pas l'électronique évidemment, mais c'est la batterie en elle-même. Donc vous allez simplement abîmer au fur et à mesure et réduire la durée de vie de votre batterie. D'accord. Tout à l'heure on disait laisser le chargeur branché tout le temps, mais si j'ai pas le courant dans mon garage, je fais comment? On a des solutions chez CTEK. Une solution, c'est le CS Free qui fonctionne avec son on va dire son battery pack, pardon pour l'anglicisme. Sa batterie interne. Sa batterie interne, merci Jean-Luc. Sa batterie interne qu'il faudra recharger sur une voiture ancienne, il n'y a pas beaucoup de consommation, donc une fois par semaine. Et en fait, ce chargeur vous permet de charger et de maintenir. D'accord. Il fait le même boulot qu'un chargeur standard, sauf qu'il n'y a pas besoin de le brancher. Exactement. Il est totalement autonome et on le recharge en 1 heure. Ça veut dire qu'une fois par semaine, vous allez devoir aller au garage, débrancher votre chargeur, le mettre à charger chez vous et au bout d'1 heure, vous pouvez le remettre sur le véhicule. Alors, on sait que la charge de la batterie, c'est ce qui va permettre de démarrer, mais est-ce qu'une batterie, ça s'entretient différemment de la charge? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour prolonger la durée de vie de la batterie? Aujourd'hui, non, puisque les batteries actuelles sont des batteries sans maintenance. Je ne vais pas parler des batteries bouchons que nous avons connues vu notre grand âge, et que avec un niveau d'eau à faire dedans, d'eau distillée dedans, d'accord. Là, aujourd'hui, les batteries ont reçu une appellation sans maintenance. Qui est une appellation un peu trompeuse parce qu'elle nécessite encore plus de maintenance, c'est-à-dire qu'elle nécessite d'être chargée et maintenue en charge. Donc on ne peut pas faire grand-chose. Alors moi ce que je dis toujours, c'est un peu de graisse de cuivre sur les bornes ne fait jamais de mal. Ne surtout pas laisser tomber la batterie en dessous de 12,2 volts parce que là c'est la sulfatation qui se met en marche. Et si vous avez de la sulfatation, c'est le début de la fin. Ah, d'accord. Mais les chargeurs CTEK font pas une désulfatation, ils font pas une régénération des batteries parce que. Oui, absolument, Jean-Luc. Pardon, je vous coupe. Les chargeurs CTEK, la première phase de nos chargeurs, c'est toujours la désulfatation. Le problème qui se passe, c'est que lorsque un de vos auditeurs laisse sa batterie sans charge, sans maintien, etc. La batterie a de fortes chances de tomber au niveau de la tension et donc de se retrouver en dessous de ces 12,2 volts fatidiques.
qui sont vraiment problématiques, absolument. Bon. Voilà, donc alors le conseil simple, on laisse brancher le chargeur et si on n'a pas de prise, on achète un chargeur avec une batterie interne et on le laisse brancher en permanence. Exactement. Ben j'allais dire beaucoup merci. Merci beaucoup d'en sortir. C'est bien aussi. Mais beaucoup de rien à vous deux. Abel Santirso, avec son joli accent belge, directeur des ventes Europe de Steck. De Steak. Elle n'y arrivera pas. Parce que steak, bon d'accord, c'est pour le barbecue à midi. C'est parce que j'ai faim. CTEK, donc Steak, leader des chargeurs de batterie. À suivre, un rendez-vous un peu particulier aujourd'hui, puisqu'on va mettre à l'honneur des gens qui ont fait plus de 2000 km avec 13 camions et fourgonnettes pour ramener des dons en Ukraine. On voulait évidemment les mettre un peu sous les feux de la rampe, parce que la route, c'est aussi ça. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous continuons évidemment à parler jusqu'à 13h30, vous le savez, de notre d'on parle auto. Et alors là, on fait une petite parenthèse avec l'ami Jean-Luc, parce qu'on voulait mettre en avant une très belle initiative au moment où la guerre de l'Ukraine s'est déclarée. On reçoit d'ailleurs pour en parler Nicolas Flamand. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes maire adjoint à Sannois en charge de la com et du développement économique. Vous êtes également directeur de cabinet auprès du maire de Saint-Leu-la-Forêt. Alors Sannois, vous connaissez bien, hein, oui, moi j'habite à 100 mètres du moulin. Ah bah écoutez. Voilà, ça c'est fait. J'étais voisin parce que j'y habitais aussi. Ah ouais, voilà. J'étais en train d'expliquer à Laurence qu'il y avait des vignes juste à côté de chez moi et que autrefois, au Moyen-Âge en tout cas, c'était des vins très prisés et que ça faisait partie. Voilà, comme beaucoup de vins d'Île-de-France à l'époque. Voilà, ouais. Nicolas, vous n'avez pas emmené de vin en Ukraine, j'imagine. Rappelons, c'est pourquoi on vous met à l'antenne sur On parle auto, c'est que vous êtes parti avec 13 fourgons, vous avez fait plus de 2000 km pour aller porter des dons. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Ça a commencé quand d'ailleurs? Bah écoutez, on a été sollicité, j'ai été sollicité par un ami le lendemain des premiers conflits, qui est d'origine roumaine et de la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Et il m'a dit, est-ce que en tant qu'élu, tu pourrais pas mobiliser des gens pour récolter des dons pour qu'on puisse aller les amener aux réfugiés, parce qu'il va y avoir beaucoup de réfugiés qui vont arriver. Donc ça a commencé comme ça. On a monté des opérations donc sur Sannois, Saint-Leu-la-Forêt. Et puis, ça a dépassé nos attentes, puisqu'on a reçu des centaines de colis, d'aliments, de produits d'hygiène, de vêtements. Et donc, on a fait des cartons, plein de cartons, puisqu'on s'est retrouvé avec presque 500 cartons sur les deux communes. En quelques heures en plus, hein. En quelques jours, en moins d'une semaine. On a été obligé d'ailleurs d'arrêter les collectes puisqu'on pouvait plus stocker. Et du coup, on était parti sur une initiative avec 2 ou 3 camions. Et en fait, on a été obligé d'en trouver d'autres et puis d'agréger d'autres. 13 camions au total. Voilà. Hein. 13 camions. Alors, comment vous avez trouvé ces fameux fourgons? Parce qu'on est plus sur le grand fourgon là. C'est ça, on était sur des je sais pas comment on peut qualifier ça, mais si je peux des marques, des Master, des Iveco, voilà. D'accord, oui, qu'on peut conduire avec un permis B. Ouais. Tout à fait, que des véhicules qu'on conduit avec le permis B, parce que nous étions nous-mêmes de l'aventure et qu'avec des amis et que personne n'a le permis poids lourd parmi nous. Donc au final, vous arrivez à avoir 13 camions. Comment ça se passe? On vous prête les camions? Déjà notre ami roumain, lui, est entrepreneur, donc il en avait 2 à titre professionnel, et puis on sollicite les copains qu'on sait dans les professions du bâtiment ou du transport, et ils nous mettent à disposition des camions, plus les villes qui nous ont mis aussi à disposition 2 camions. Donc finalement on s'est retrouvé avec une autre ville aussi, la ville de Persan, qui est venue s'agréger à notre opération. Paris. Voilà, à 13 camions. Et vous aviez un point de chute sur place? Il y a des gens qui vous attendaient? Parce qu'on n'arrive pas comme ça avec 13 camions en disant on a des choses à vous donner. On n'y serait pas allé sans avoir les contacts locaux et encore une fois notre ami roumain qui est à l'initiative avait déjà pris toutes les informations. On a été reçus par des autorités locales et des officiels. Une petite parenthèse, parce qu'on va parler de la route là en 2 minutes. Mais il y a une très jolie histoire, c'est qu'il y a pas très loin où est Nicolas Flamand, entre Argenteuil, Sannois, Saint-Leu-la-Forêt, là-haut au nord de Paris, dans le 95, une usine qui fait des doudous. Et cette usine, ce président d'usine, ce directeur, vous a donné des doudous pour les enfants ukrainiens. Oui, tout à fait. On
On a l'habitude, l'usine de Doudou et compagnie est située à Saint-Leu-la-Forêt et ils ont l'habitude de participer à beaucoup d'initiatives caritatives ou sociales. Et je les ai sollicités pour leur demander si ça les intéressait de nous donner des choses pour les enfants ukrainiens. Et ils ont tout de suite répondu présent. Un peu de tendresse dans ce monde de brut. Exactement. Vous partez quand? Quel jour? Vous faites combien de kilomètres? Qu'est-ce qui se passe sur la route? On part dimanche 13 mars. On fait 2000 km aller en traversant 5 pays. Donc la France, bien entendu, l'Allemagne, ensuite l'Autriche, la Hongrie et la Roumanie pour arriver à la frontière au nord de la Roumanie dans les Carpates avec l'Ukraine. Ça se passe bien la route? Ça se passe bien. On se relaie gentiment. On roule à des allures très raisonnables. On a une petite anecdote, on a failli avoir une panne d'essence sur un des camions, mais heureusement, parmi nous, on avait un spécialiste du transport qui pense à tout et il nous avait mis 2 jerrycans dans le coffre d'un des camions, ce qui a permis de ravitailler puisqu'il y avait une station en Hongrie qui n'avait pas d'essence. Donc c'était peu pratique. Et sinon, quelques petits aléas de phare. Mais ça se passe plutôt bien, en fait. Mais ça se passe très bien. Et donc, du coup, vous arrivez sur place et puis vous avez eu l'occasion de donner tous ces dons que vous aviez récoltés. Tout à fait. On a franchi la frontière, alors très symboliquement, puisqu'on a déchargé nos camions 50 mètres après la frontière. On est directement dans les camions de personnes ukrainiennes qui allaient sur des camps de réfugiés et auprès des soldats. Et d'ailleurs, hier, nous avons reçu des photos de nos colis qui étaient distribués. C'est cool. On voulait vous mettre à l'honneur. Il y a une trentaine de bénévoles qui ont conduit les 13 camions sur ces plus de 2000 km. Aller-retour, donc fois 2. Merci beaucoup, Nicolas Flamand. Merci à vous. Nicolas, puis à bientôt. Et puis bravo, Nicolas Flamand. Merci, c'est pour toute l'équipe. Ouais, exactement. Bisous de la part de tous. Maire adjoint à Sannois, en charge de la com et du développement économique et directeur du cabinet du maire de Saint-Leu-la-Forêt. On arrive à la fin de notre rendez-vous. On fait un petit point sur les news de la semaine. Le parc des véhicules en carte grise de collection pourrait augmenter fortement. Oui, il pourrait même quadrupler selon le cabinet d'assurance Hiscoc qui vient de publier une étude sur le marché du véhicule de collection en France à l'occasion de Rétromobile. Il y a aujourd'hui 208 000 véhicules titulaires d'un certificat d'immatriculation portant la mention véhicule de collection, mais potentiellement c'est 720 000 véhicules de plus de 30 ans qui pourraient l'obtenir. Rappelons que la carte grise collection, on l'a dit tout à l'heure, permet désormais de nombreux avantages comme le contrôle technique tous les 5 ans ou la liberté de circuler dans les ZFE. La Citroën 2 chevaux est la vraie star des voitures de collection en France. Et star n'est pas un vain mot, puisque la 2 pattes représente à elle seule 11% des voitures de collection dans l'Hexagone. Il y en a encore 23 136 en circulation, ce qui la classe numéro 1, loin devant la Volkswagen Coccinelle avec 8 309 unités. L'éternel rival de la 2 chevaux, la 4L, se classe 3e avec 7 403 modèles. Suivent la Fiat 500, la MGB, la R5, la Peugeot 205, la Citroën Diane, la Chevrolet Corvette et la Volkswagen Golf. Allez, Maserati, pour conclure, qui ne produira plus que des voitures électriques. Quoi ? À compter de 2030. Oui, la marque italienne qui appartient au groupe Stellantis vient en effet d'annoncer qu'elle proposera 3 modèles 100% électriques dès 2023 et 3 autres dès 2025. À terme, c'est-à-dire en 2030, la gamme ne comptera plus que des modèles à batterie. C'est sans doute une catastrophe pour les amateurs du chant de ces divas italiennes. Bon, ils se consoleront avec les caractéristiques de la Gran Turismo électrique qui promet 1200 chevaux, 300 km/h, une accélération de 0 à 100 en 2 secondes. Mais c'est vrai que le son des Maserati, c'est terrible. On en parlera à Rémi Jossaume qu'on a une. Voilà. Bon, il est devenu sourd à cause de ça, mais c'est vraiment... Bon, mais en tout cas, on espère que d'ici 2030, les choses peuvent peut-être encore évoluer. Puis il y aura toujours des Maserati de collection. Allez, à suivre, vous le savez, cet après-midi, vous avez rendez-vous à 17h avec toute l'équipe de Sud Radio Rugby pour le match dans le cadre du tournoi Destination France-Angleterre. Et puis tout de suite, place à Alain Marty et son équipe Invino que je rejoins demain. Et d'ailleurs, demain, on recevra Eric Logérias pour parler de vin et d'émotion. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous. Pour samedi.